que la protection de l'intégrité numérique des citoyens est une bonne chose. Moi, je pense que tout va exploser. L'AI Act va être un tic de papier comme le RGPD l'est devenu. Et je suis monté dans Uber et je me suis rendu compte que la présence du chauffeur m'emmerdait. Nous, on va être l'acteur que vous pouvez utiliser, on va être au même niveau. Non mais voilà, on revient à ce que dit Tariq, c'est-à-dire faire des business qui sont des business réglementaires, localisés, c'est du vente privée. J'ai une métaphore pour toi, Carlo, je sais que t'adores les métaphores, mais vas-y. La France a le paradoxe de la lampe d'Aladin. Et la lampe, c'est en fait notre... voilà. Mais j'ai peur parce qu'encore une fois, le génie de la lampe, tu vois, ils sont encore enfermés dans le génie, comme le génie dans la lampe, et la lampe, elle est poussiéreuse et elle est frottée par Thierry Breton et ses copains, quoi. T'as un message à me faire passer, Carlos? Tu veux me virer déjà? On devrait très bien s'en sortir. Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech picante en direct de San Francisco, et bonne année 2025 à tous et à toutes. 2024 a été une année charnière, l'IA qui explose dans tous les sens, les deepfakes qui envahissent nos réseaux et surtout le retour de Trump. Mais 2025, c'est l'année où tout ce qu'on a vu émerger va vraiment commencer à impacter nos vies. Alors j'ai bien conscience que cette année commence un petit peu comme un mauvais roman de science-fiction, mais 2025, j'en suis sûr, va être l'une des années les plus intéressantes de la décennie. Alors bien sûr, on a tous les yeux rivés sur l'intelligence artificielle qui continue sa course folle, mais dans ce premier épisode de l'année, on va gratter sous la surface, on va parler bien sûr de technologie, mais aussi de nouvelles fractures sociales qui se dessinent, des robotaxis qui envahissent San Francisco, et de l'Inde qui devient peut-être la nouvelle Silicon Valley. Ce qui est fascinant avec 2025, c'est que pour la première fois, on a l'impression que la tech ne suit pas son petit bonhomme de chemin habituel. Entre l'IA qui redéfinit le travail, le quantum qui sort des labos et un ordre mondial de la tech qui se recompose sous nos yeux, on est à un moment où tout semble pouvoir basculer. J'ai rien compris. Alors cette semaine à mes côtés dans Silicon Carnet, Mehdi Medjaoui, c'est son retour. Tu deviens un permanent de Silicon Carnet. Bonne année Mehdi! Bonne année Carlos, bonne année à tous. Merci de me réinviter et très content d'être un permanent maintenant. Voilà, on va te voir, on va te retrouver régulièrement dans Silicon Carnet tout au long de 2025, c'est super. Et tu vas retrouver Engie Ismail, qui lui aussi est un permanent de Silicon Carnet. Ça fait peut-être longtemps que Engie est là. T'as un message à me faire passer, Carlos? Tu veux me virer déjà en 2025? C'est comme ça que ça se passe? Non, on est super content. On est super content de t'avoir, Engie. Tu es l'accélérationniste de Mar-a-Lago. C'est toi qui as tes entrées. Quand on a besoin de parler à Trump, c'est à toi qu'on parle. Bien sûr. Voilà. Et je rappelle que tu vis à Miami. Et merci d'être avec nous encore une fois pour cette saison 2025 de Silicon Carnet. Et puis on a un special guest cette semaine, c'est Tariq Krim. On ne le présente plus. Salut Tariq. C'est difficile de t'avoir dans Silicon Carnet, hein. Qu'est-ce que je t'ai dragué, quoi? Ça fait je sais pas combien de temps que je te dis il faut que tu viennes et t'es toujours busy, t'es jamais dispo. Bah écoute, cette fois-ci, c'était bon. Mais je t'ai pas laissé le choix, en fait. Je t'ai dit, rendez-vous lundi. Je t'ai envoyé le lien, je t'ai envoyé l'invite, et puis voilà, Tariq est enfin dans Silicon Carnet. Bon, écoutez, bonne année 2025. Hein. Bonne année. Bonne année à tous. Merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Silicon Carnet. Ça me fait super plaisir. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça se passe ici. À cliquer sur le bouton abonnez-vous. C'est super important pour nous. Si vous nous écoutez en podcast, abonnez-vous aussi. Puis mettez 5 étoiles à ce podcast. Et puis, vous pouvez rejoindre le réseau social privé de Silicon Carnet. Ça s'appelle l'Hacienda. Il y a des conversations passionné sur WhatsApp. C'est un WhatsApp privé qu'on a créé avec plein de channels privés, super intéressant. Info aussi, je serai cette semaine au CES 2025. Je pars, il y a une délégation de l'Hacienda, on sera une douzaine de Silicon Carnet de l'Hacienda à être au CES. Je vais les retrouver sur place à Vegas. Et je vais faire une sorte de reportage. J'ai jamais fait ça, donc ça sera un format un petit peu nouveau. Ça sera la semaine prochaine dans Silicon Carnet. Et puis tant que je vous tiens, on est vendredi, c'est la sortie de Silicon Carnet. Mais dimanche va sortir un nouvel épisode de Off the Record. C'est ce nouveau format one-to-one que j'enregistre en studio à Paris. Et cette semaine, ça sera
Clara Gold qui sera parmi nous. Alors, si vous manquez d'énergie, je vous invite vraiment à écouter cet épisode. Elle va vous donner la pêche, Clara. C'est dimanche sur la chaîne Silicon Carnet. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, dans Qui veut du travail, une opportunité qui sent bon le raisin et le houblon. C'est le Petit Ballon, c'est ce pionnier dans l'art de rendre le vin accessible qui cherche son prochain responsable marketing digital. Votre mission, ça va être de faire tomber les barrières du jargon œnologique pour que le plaisir du vin et de la bière soit enfin à la portée de tous. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous pour écrire le prochain chapitre de cette belle histoire. Vous serez au cœur d'une entreprise qui prône la découverte, l'expertise et le plaisir du partage. Alors pour qui est ce rôle? Vous êtes un as du marketing digital, un expert en e-commerce, vous adorez jouer avec les concepts comme le SEO, le CRM ou encore les campagnes SIA. Vous avez l'œil pour comprendre ce que veut une audience et vous savez comment la toucher. Et en plus, l'univers du vin et de la bière vous inspire. Alors vous êtes probablement la pépite qui recherche. Si vous voulez rejoindre une entreprise dynamique et conviviale et sans chichi, prenez contact avec notre partenaire Digital Selection qui s'occupe du recrutement. J'ai mis les détails de cette aventure dans la description de l'épisode. Et maintenant, retour à Silicon Carnet. Alors notre invité cette semaine, comme je le disais, c'est Tariq Krim. Et le timing est parfait parce que il vient de publier une tribune qui fait pas mal de bruit d'ailleurs dans l'écosystème français. Alors pour ceux qui connaissent pas Tariq, je vais le représenter. Mais bon, c'est un pionnier du web français. Il a fondé NetVibes en 2005. C'était l'une des premières startups françaises dans le domaine du Web 2. Il a été aussi à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la French Tech. Je sais pas si tu dois t'en féliciter. Je me rappelle que t'avais produit un rapport. Tu dis d'ailleurs que ce rapport a fini à la poubelle. Comme quasiment tous les rapports. Servi, ce truc. Ouais, comme tous les rapports en général. Comme tous les rapports. Ça sert à caler les bureaux, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il disait ce rapport d'ailleurs, Tariq? C'est un rapport qui disait qu'en fait on avait tous les talents. Comme toi, j'ai habité dans la Silicon Valley et j'ai découvert le secret de la Silicon Valley, c'est que derrière tout beau produit de la tech, il y a des Français. Et tu avais des gens qui ont construit quasiment tout. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je travaillais dans une filiale de Sun et de Thomson. Et toute l'équipe avec qui je travaillais, Vincent et toute la bande, maintenant, c'est eux qui font Google TV. J'ai rencontré des gens qui ont monté. C'est que l'iPhone a été créé à Paris avant d'être rapatrié à Cupertino. Ah bon? Que le Kindle, le CTO le Kindle a été inventé par les Français, Google Cloud, Ludovic Champenois, enfin t'as une liste. Et donc, comme je me disais, il faut que les gens ne le croient pas quand tu le dis, il faut faire une liste. Donc j'avais fait une liste, une centaine de développeurs à l'époque qui avaient eu des contributions majeures en me disant, on a un vrai savoir-faire, parce que je pense que l'informatique, c'est à la fois une science, c'est à la fois des techniques, mais c'est aussi un art. Et ce qui fait la valeur de la Silicon Valley, c'est de détecter les talents, les artistes du code, qui sont ceux qui construisent. Ce que j'ai fait et ce qu'on a tous fait en tant qu'entrepreneur, c'est recruter des gens singuliers. Et en me disant, on va utiliser ces gens, parce que contrairement à plein de gens, moi, je crois pas qu'il faut beaucoup de moyens pour faire des trucs dans le numérique, il faut quelques bonnes personnes. Et puis finalement, la French Tech, c'était autre chose. Ça a été un truc où, en fait, l'informatique, les ingénieurs, les développeurs, ça, c'est l'école bleue. Eux, ils font des trucs, c'est sale. Dans nous, ce qu'il faut, c'est des gens qui pensent, qui réfléchissent. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que la France est devenue... Et puis quelques mecs et du consulting. De commerce aussi. Du consulting. La France est leader dans le conseil. Ça veut dire qu'on te donne les idées, on fait faire ailleurs, mais on ne fait plus. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est à la traîne, c'est qu'on ne fabrique plus. Et quand on ne fabrique plus, on ne sait plus fabriquer. Tu le vois dans le nucléaire, tu le vois dans plein de domaines. On a été excellent parce qu'on faisait. On perd le savoir-faire. Moi, j'avais une question justement à toi, Tariq. C'était en 2013 que tu avais fait le rapport des 100 développeurs, développeuses, enfin des 100 qui comptaient. Là, avec l'IA, avec toutes ces choses-là, entre Gemini qui est fait à Paris, entre Metal, Llama qui est fait à Paris, ce genre de choses. Est-ce qu'on a toujours les 100 qui comptent et qui sont brillants dans le monde? Mais est-ce qu'ils travaillent pas tous pour des boîtes américaines, ces gens-là? Beaucoup, ouais. En fait,
c'est un truc qui a pas vraiment été compris en France, c'est que la technologie, c'est pas quelque chose où tu as un truc qui remplace quelque chose d'autre. C'est des couches, c'est un millefeuille. T'as les réseaux télécoms, t'as Cisco, t'as quelques boîtes qui structurent. Maintenant, tu sais, les réseaux télécoms, c'est essentiellement les data centers. Quand tu vas de Netflix à Amazon, c'est le même data center. Donc, en fait, quasiment tout le trafic est concentré dans quelques endroits dans le monde. Ensuite, t'as les OS, le cloud, tous les services. Et puis ensuite, t'as les applications. Pour moi, l'IA est un applicatif au-dessus d'une infrastructure. Alors, elle demande des puces différentes. Merci pour Nvidia, ça c'est un vrai bonheur. Elle demande du logiciel différent, mais cette infrastructure, on l'a pas. Et dans ces infrastructures, on a toujours eu des gens, des Français qui étaient très très bons, qui travaillent essentiellement pour les GAFA, mais d'une certaine manière, je leur en veux pas, parce qu'aujourd'hui, quand tu es brillant et que tu es en France et qu'autour de toi, les gens méprisent en fait ce que tu fais, ne comprennent pas l'intérêt technologique, tu vas là où tu es valorisé. J'avais rencontré il y a des années à DLD Demis, le fondateur c'est pas Demis Rousseau, ça n'a rien. Non, notre ami de DeepMind. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu vas chez Google? Il me dit, dans le monde dans lequel je suis, il y a qu'une dizaine de personnes qui comprennent à un très haut niveau ce que je fais, et une grande partie sont chez Google. Donc je vais là-bas. Et c'était assez fascinant de se dire qu'en fait on a une telle concentration de talent qu'à un moment donné tu as des effets qui font que tu veux travailler là où la compétition est la plus importante. T'es en première ligue ou t'es en troisième division. Bon, écoute, c'est passionnant. On n'a pas fini d'en parler. J'ai enregistré un épisode il y a pas longtemps avec Cyril Grillin, Julien Petit et puis le professeur, justement, où on faisait le bilan de la French Tech avec des chiffres. C'est assez catastrophique, je dois dire. Et je vais diffuser. J'hésite à le diffuser parce qu'on n'arrête pas de dire que je fais du French bashing. Non, je fais du French Tech bashing. Ça n'a strictement rien à voir avec la France. Et quand je parle de French Tech bashing, je parle de la doctrine politique qu'il y a derrière la French Tech et pas de la technologie française qui, bien évidemment, est géniale. J'ai une métaphore pour toi, Carlo. Je sais que t'adores les métaphores, mais vas-y. Je me suis fait cette réflexion et je pense que la France a le paradoxe de la lampe d'Aladin. C'est-à-dire qu'on a des génies, mais vraiment. Hein, et la liste, Tariq, comme tu le dis, elle est quasiment infinie de gens qui contribuent. Et en ce moment, à l'IA, c'est assez incroyable parce que tu mets un Français ou une Française derrière chaque innovation à tous les niveaux, en plus du stack, que ce soit de l'applicatif, du modèle fondationnel, etc. Et on n'arrive pas en fait à trouver la façon de bien frotter cette lampe pour faire sortir le génie. Et la lampe, c'est en fait notre infrastructure poussiéreuse et nos lois archaïques. Parce qu'en vrai, libérer les talents, ça demande quoi? Déjà les 35 heures, tu vois. Enfin des choses basiques. Et j'ai pas envie de faire de la politique parce que on en fait un petit peu dans le podcast, mais c'est pas le but. Mais quand tu vois l'énergie avec laquelle les gens qui innovent à San Francisco se donnent, parce qu'ils ont envie de se donner. Déjà, et aussi l'upside qu'ils peuvent avoir, que ça soit sur la participation dans la boîte, que ça soit les bonus, etc. qui peuvent. Et le salaire, hein, les salaires sont. Et bien sûr le salaire. Ouais. En France, t'es directement quand tu es entrepreneur et que tu veux libérer ses talents, tu vas être genre limite tu peux pas faire travailler quelqu'un à 45 heures parce que tu commences à être dans des même si la personne elle voudrait, tu vois, faire 70 heures parce qu'elle adore le projet, tu vas être dans des contrats qui sont impossibles à gérer, etc. Avec Clara Gold, elle en parlait avec son projet. Elle a pris un bad buzz incroyable avec son histoire là où elle a filé des frais-nuits, là, des bonbons à sa stagiaire parce qu'il était 2h du matin. Tu verrais le nombre de commentaires qu'elle a pris, mais le pire, c'est que c'est pas de vieux cons. Hein. Elle a pris des commentaires incendiaires de la part de jeunes, de Gen Z. Qui dit, ouais, c'est dégueulasse de faire travailler ses stagiaires jusqu'à 2h du matin, nanana, nanana. Mais elle les a pas attachés, c'est que ils sont passionnés par ce qu'ils sont en train de faire. Et je sais même pas s'il était 2h du mat, tu vois, mais effectivement, mais c'est des gamins qui disent ça, c'est pas des vieux cons, hein. C'est Sam Altman quand il dit, il parle de quantité de travail et on connaît tous des gens qui travaillent chez OpenAI ou ce genre de boîte-là. Il dit, il n'y a pas de burn-out quand t'es passionné par ce que tu fais. Et le burn-out, c'est très souvent quand ton travail n'a plus de sens, plus que la quantité de travail. Et ça, c'est vrai qu'en France, ce point de ceux qui jouent la Ligue des Champions versus
ce que tu disais, Tariq, les 100 qu'on peut remplacer parce que c'est un projet d'infrastructure sur 10 ans. Voilà, on n'a pas compris ce mode 1 et ce mode 2, quoi. Ce mode joueur amateur ou joueur de division 2 et joueur de Ligue des Champions, quoi. Le football, il a changé. Allez, on va rentrer dans les prédictions 2025, les gars. J'ai rédigé un blog post cette semaine où j'ai fait 14 prédictions et j'avais envie de les confronter, de vous écouter. Si vous voulez savoir ce que moi j'en pense, je vais évoquer certains points bien évidemment là, pendant cet épisode, mais je vous invite vraiment à aller regarder sur le Substack de Silicon Carnet ce post qui s'appelle 2025 le grand basculement. Et j'avais envie de confronter ces idées, ces opinions avec vous. J'ai envie de commencer avec toi, NJ. Je commence ça en disant que l'IA va définitivement, cette fois-ci, transformer le business en 2025. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Et pour toi, comment ça va se passer ? Ouais, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Ça, je suis assez d'accord. On le voit vraiment. Alors, dans le business, ce qu'on entend, c'est le travail des gens au quotidien. C'est déjà le cas. On pourra parler des gens qui utilisent l'IA sans le dire à leur patron. Ouais, c'est ce phénomène que j'appelle le shadow AI. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, c'est un terme qui maintenant est de plus en plus utilisé ici dans la Silicon Valley. Ça, c'est l'utilisation secrète. Et avec l'arrivée des agents IA, je pense que on va en voir de plus en plus. C'est l'idée qu'on met de plus en plus de pression sur les individus et que justement pour pallier à cette pression-là, ils vont s'équiper avec leur propre agent IA de façon secrète, sans que l'entreprise s'en rende compte. Tu es d'accord avec ça ? Ouais, et je pense que alors ça c'est sur la partie travail, vraiment sur la partie dans l'entreprise, les gens qui sont productifs, comment peuvent être plus productifs étant donné en effet qu'il y a des pressions pour faire plus avec moins. Et ça, en fait, c'est aussi lié aux entreprises qui n'ont pas encore pris le virage de l'IA et qui ont mis beaucoup de temps, qui ont mis 18-24 mois à décider s'ils allaient passer sur OpenAI license, est-ce qu'ils allaient faire de l'open source, est-ce qu'ils faisaient leur propre modèle en interne, etc. Donc, tu as beaucoup d'entreprises qui sont retrouvées avec des armées d'employés qui utilisent ChatGPT en perso, qui utilisent Perplexity, qui utilisent tout un tas d'outils. Et je pense que on va arriver en 2025 à une rationalisation de cette utilisation où les managers vont se dire OK, je sais que tu utilises tel et tel outil, laisse-moi les whitelister. Éventuellement, les entreprises vont aussi passer des budgets tests qu'on a eu sur 2024, donc des budgets pilotes où les entreprises investissaient pour tester des applications, à des budgets vraiment déployés. Et donc voilà, je pense que c'est cette liaison en fait de la partie travail et de la partie prise de conscience de l'entreprise en se disant il faut qu'on y soit, il faut qu'on y aille, qui va faire que, comme tu le disais, le business dans son ensemble va être transformé en 2025. Mehdi, cette transformation digitale plutôt bottom-up que top-down, c'est effectivement ce qui va se passer en 2025 ? Ouais, plutôt bottom-up. Par contre, moi, moins enthousiaste, moins accélérationniste. Moi, si je devais écrire un livre sur l'IA, je l'appellerais 4%, tu vois. Je pense que globalement, c'est l'augmentation du PIB que tu estimes grâce à l'inflation. C'est quoi ? Alors, ça serait génial. Non mais 4%. Certaines industries vont être vraiment révolutionnées à 60-70%. Genre, la traduction, je crois que depuis le début de l'année, 50% des demandes de traduction en freelance ont chuté complet parce que les modèles IA, Transformers, Large Language Model, c'est fait pour ça. Mais globalement, on va prendre 3, 4, 5%. Allez, c'est pour ça que je pars sur 4. On va prendre 4% globalement sur la majorité des jobs. Parce que je pense qu'on a mangé une grande partie du pain blanc. On a mangé une grande partie du pain blanc. Ah bon? Je sais. Ouais, moi je pense qu'on a mangé une grande partie du pain blanc de cette ère de l'IA que Ilya Sutskever, là, il y a 3 semaines dit, on n'arrive plus à dépasser ce plafond de verre de l'entraînement des IA, il va falloir passer sur d'autres modèles, sur les agences, sur autre chose. Donc je pense aujourd'hui, enfin moi je sais pas pour vous, mais les quelques premiers mois d'utilisation de ChatGPT, de Claude, c'était cool. Maintenant, c'est un Google Plus, quoi. C'est un Google Plus. Oui, il écrit des trucs, oui, mais je dois quand même retravailler derrière. Je pense que c'est la même révolution que Google de 2000 à 2010 qu'on va avoir avec l'IA. Ça va pas être si bouleversant. Et je pense, dernier point, qu'il y a trop d'argent.
Il y a trop d'argent. On est en train de tuer l'Edelweiss qui est en train de sortir, qui aurait pu être super joli, mais que 4%. Et on demande des ROI de 20, 30, 40, 50% sur des démarches IA parce qu'on sort des millions ou des milliards sur certaines boîtes. Et donc, on n'aura pas ces 50% là, on aura 4% global. C'est très bien 4%. En 20 ans, tu fais x2. C'est énorme. Mais on est en train de tuer, la flamme, même le feu, qui est le feu de l'IA, quoi. Ok. Tariq, je suis certain que tu as un autre point de vue. Non, mais je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a deux batailles de l'IA qui sont en train de se faire. Il y a la bataille pour l'IA générative. Ouais. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les modèles sont très bons, mais maintenant, il faut des produits. C'est-à-dire qu'il faut des produits qui te permettent de faire tout le boulot. Pas juste copier un bout sur ChatGPT, ensuite tu le mets sur Claude, puis ensuite tu le synthétises. Moi j'arrête pas en fait de faire des allers-retours entre ChatGPT et Claude et d'autres trucs, hein, parce que c'est vrai que tu te rends compte que Claude est meilleur sur certains trucs, que ChatGPT est meilleur sur d'autres. C'est pas consolidé, mais on est dans, tu sais, c'est le principe de unbundle et unbundling, quoi. On est dans du total unbundling là en ce moment, quoi. Ça c'est clair. Sauf que la productisation et donc le pricing de la productisation, puisqu'on voit bien qu'OpenAI a 3 tarifs, 20, 200 et possiblement 2000, va être un vrai sujet. Et puis à côté de ça, tu as la question de l'AGI, ou en tout cas ce qu'on appelle l'AGI. Alors chacun a sa définition. Pour moi, l'AGI c'est le super stagiaire. Mais le problème, c'est que les modèles d'AGI ou les modèles qui viennent vers l'AGI sont assez compliqués, puisque apparemment tout le monde est un peu se pose des questions. Que l'AGI, ça va peut-être pas être faire du texte, faire tout ce qui nous intéresse, mais plutôt résoudre des problèmes scientifiques, ce que j'appelle un peu l'hyperscience. C'est-à-dire en gros, quand tu regardes aujourd'hui la démo de O1 ou quand on te parle de O3, on te dit pas oui, je vais écrire un poème ou refaire une keynote pour le Q3 de la boîte. C'est je suis scientifique en recherche fondamentale des particules. Voilà le problème introuvable. ChatGPT. Donc on sent qu'on s'adresse à une autre audience, à les labos de recherche. Tu sais qu'il y a des partenariats avec OpenAI, je crois, et des labos de recherche. Et donc il y a ces deux batailles et qui en sont en même temps. Et la problématique de l'infrastructure, donc les 250 milliards que les GAFAM ont investi dans l'infra, c'est un peu de l'un et un peu de l'autre, avec un problème, c'est que tu as 2 hard stops. En 2027, la grille américaine, grid électrique, elle tient plus. Elle va atteindre son pic, ouais. Son pic. Et en 2030, il y aurait plus de données, sachant qu'il y a déjà plus de données commerciales, puisque tout le monde a dit on ferme nos données parce que on s'est déjà tout fait piquer au moment du lancement de ChatGPT et Gemini. Donc il y a un vrai sujet. D'ailleurs, sur l'AGI, on pourra montrer ce graphe. Je l'ai posté sur LinkedIn de l'ARC AGI, qui est le framework de François Cholet, qui montre en fait que O3 aurait atteint et très proche, quoi, et 90%. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est la courbe à laquelle on se dirige vers l'AGI. Ouais. Et en fait, ça fait dire aussi que personne sait vraiment ce que c'est et que les frameworks de définition, d'ailleurs, François Cholet dit qu'il faut revoir le benchmark et revoir la façon dont on mesure l'AGI parce que on y est déjà, en quelque sorte. Et donc, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir cette bascule, tous les applicatifs qui vont arriver. Et donc, c'est là où moi, je suis pas d'accord avec Mehdi qui dit qu'en fait, on est en train de tuer le feu. Moi, je pense que le feu, il est là. Et là, il va se propager. En fait, il va se propager à vitesse grand V dans les entreprises. Et en effet, ça pose vraiment la question de l'impact sur les sociétés. Marché de l'emploi, à mon avis, ça va être très intéressant. Ça va être... moi, je le vois d'un bon œil parce que je me dis que ça va secouer les choses. Je pense que il y a des gens, des secteurs et des pays qui vont en pâtir, quoi. Autre sujet, c'est celui de la réglementation. On voit que l'Europe a déjà avancé avec son AI Act. Pour une fois, on est premier, quoi, sur un truc, quoi. C'est sur la réglementation. Il va se passer plein de choses cette année. On sent aussi que la Californie, et ça c'est intéressant parce que sur la réglementation, des fois on a le sentiment que les États-Unis, c'est un peu comme la France, c'est un pays centralisé. Pas du tout. Les États-Unis, c'est 50 États. Il va se passer des trucs différents dans chacun des États. Moi, mon avis, c'est que effectivement, le fédéral va déréguler. Il va abroger toutes ces régulations, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais que chaque État va lui se renforcer. Et on voit bien la Californie qui
qui un peu trust ce mouvement-là, en imposant d'ailleurs ces premières lois sur l'intelligence artificielle qui sont rentrées en effet d'ailleurs dès le 1er janvier 2025. Interdiction des contenus pornographiques générés par IA, protection des mineurs, obligation pour les réseaux sociaux de retirer des contenus qui seraient problématiques, notamment les deepfakes, hein, ça c'est le gros cheval de bataille de la Californie. Enfin, il y a toute une série de lois. Alors, j'avais envie de savoir, je peux peut-être commencer avec toi, Mehdi, comment est-ce que tu penses que l'Europe va réagir, parce qu'elle a été taxée depuis quelques années d'une forme un peu d'inquisition par rapport à cette réglementation. On lui a dit qu'elle réglementait trop et qu'elle régulait trop. Est-ce qu'elle va suivre le mouvement des États-Unis fédéral, c'est-à-dire est-ce qu'elle va assouplir un petit peu sa réglementation? Thierry Breton, notre leader suprême, ne fait plus partie, n'est plus aux commandes. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors ouais, sur la réglementation, donc tu sais que moi j'ai fondé une start-up pour faire en sorte que le RGPD soit mieux appliqué. Donc vraiment j'ai fondé moi une boîte en croyant l'application d'une réglementation stricte qui n'est pas arrivée. Ça fait quoi? Est-ce que dit Tariq, encore une fois, tu crées une start-up sur des sujets de réglementation, de trucs comme ça, c'est pas sur des choses fondamentales. Moi j'avais revendu ma boîte et je m'étais dit voilà, ça y est, c'est fini. Et puis quand j'ai vu que les données personnelles, la réglementation faisait pas le boulot, je me suis dit on va faire des outils qui vont aider à faire le boulot, quoi. C'est vraiment au secours du RGPD, c'est pas autre chose, mais j'entends ce que dit Tariq. Mais quelle idée d'aller au secours du RGPD, putain, mais laissez ce truc crever, quoi, bordel. Non, à la base, c'était un truc où tu rapatriais toutes tes données, qui étaient enfin libre avec tes données. Voilà. Après, on s'est rabattu sur autre chose. C'est pas ce que c'est devenu, Ouais. mais donc, si tu veux, moi je pense que c'est Arnaud Ponce de Digital New Deal qui dit, j'aime bien une réglementation, si elle arrive au bon moment, elle est vertueuse. Tu sais que c'est Zuckerberg qui a dit, par exemple, si le RGPD avait pas existé, Facebook n'aurait jamais été ce qu'il est parce que on a profité de beaucoup de phagocytage de données personnelles. Donc, si tu veux, quand elle arrive au bon moment, elle change le playing field et elle permet d'innovation plus saine, si tu veux, parce que elle arrive au bon moment. Moi, je pense elle renforce les grands acteurs qui sont les seuls à être capables d'influer sur cette réglementation et surtout de la mettre en œuvre. Exactement. Et que les petits, eux, ils en crèvent de cette réglementation. Donc, je pense que Meta est très content et sur l'IA, je pense qu'on va avoir tous les gros acteurs qui vont dire ouais, allez-y, réglementez, il y a pas de problème, ça va prendre 10 ans. Il y a pas de problème, on sera là dans 10 ans. C'est les petites startups surtout qui vont chier, quoi. Mais toujours, c'est le renard libre dans le poulailler libre. C'est la même chose, et les GAFA sont les renards. Donc on est d'accord là-dessus, mais les GAFA sont petits avant d'être gros. Et si tu veux, mais c'est toujours l'avantage au gros, on est d'accord. Mais donc, moi, ce que je pense qu'il va se passer sur les IA Act, c'est qu'il arrive trop tard, l'innovation elle est là, c'est devenu un enjeu géopolitique, les députés, les sénateurs, on les convainc en disant, si on le fait pas, on va se faire dominer, on est déjà colonisé par les US, on va être un acteur que consommateur, enfin, tout le discours qu'il y avait eu un peu sur le RGPD, mais là, avec l'IA, c'est encore plus évident. Moi, je pense que tout va exploser, les IA Act va être un tic de papier comme le RGPD l'est devenu, et voilà, ça va vraiment tout exploser. Le seul truc où il peut y avoir des réglementations qui s'ajoutent, c'est sur l'aspect social dont parlait Angie. Si ça tue des emplois, voilà. Si ça tue des emplois, si vraiment ça devient compliqué, les taxes taxes sur les robots, taxes sur l'IA. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe. Il peut y avoir des trucs en France, on est bon sur les taxes. Ah oui, ça, on est super bon pour savoir taxer. En général, on est très très fort là-dessus, quoi, en fait, quoi. Mais je pense qu'au contraire, ça va tuer des emplois, mais ça va pas tuer l'emploi. Tu sais, c'est Keynes qui disait on travaillera 2 heures par semaine en l'an 2000 parce que la technologie avancera, mais nos besoins ont évolué. Quand la technologie a permis, nos besoins ont évolué, on travaille tous entre 35 et 60 heures par semaine pour répondre aux besoins, alors qu'on pourrait travailler 4 heures par semaine, quoi. Mais comme en vivant comme 1936. Donc je pense que nos besoins vont évoluer, donc l'emploi va augmenter. Par contre, des emplois vont disparaître, mais globalement, l'emploi va augmenter. Tariq, tu suis de très près tout ce qui est politique réglementaire et tout ce jeu qui devient presque géopolitique. Ta vision là-dessus sur à quoi va ressembler le jeu réglementaire en 2025, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? Déjà, pour répondre à ce qui a été dit, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que le modèle de réglementation des États-Unis et de l'Europe n'est pas le même. En Europe, on réglemente par des lois, par des règlements qui doivent s'appliquer à tous. Le problème, c'est que ces règlements sont faits dans l'abstraction totale. Le problème du RGPD, c'est qu'on a dit on va mettre des pop-up et maintenant on passe 580 millions d'heures
par an à cliquer sur les pop-up. Ah oui, ça tue la productivité, hein. Ça c'est clair. Hein. Alors que la réalité, c'est que la protection de l'intégrité numérique des citoyens est une bonne chose. Moi, je suis pour ça. Le problème, c'est on aurait dû faire un système où c'est intégré dans le browser. Tu cliques et tu dis, je ne donnerai jamais mes droits. Ce qu'a fait Apple, hein, entre parenthèses. Dès que tu te connectes sur une app, c'est la première chose qu'ils font. On n'en parle jamais sur Apple parce que tu l'as fait une fois, tu as décidé. Donc ça, c'est une première chose. Alors qu'aux États-Unis, si tu veux, ça se passe à travers des procès. Le procès OpenAI New York Times va définir absolument le statut de l'usage de l'IA. Donc on est jurisprudence. Donc on est des modèles différents. Sur la question de l'IA Act, moi je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on s'est retrouvé dans une problématique très politique. Thierry Breton avait besoin d'exister à travers la réglementation, donc il y a eu une inflation réglementaire. Je pense que au départ ils avaient un projet, c'est comme sur l'IA Act, il n'y avait pas du tout d'IA générative, et quand ChatGPT est arrivé, ils ont dit ouh là là, il faut qu'on rajoute des trucs, et donc on a eu une usine à gaz où on t'explique le nombre de mégaflops avant lequel tu es régulé ou pas, alors qu'en fait personne ne savait vraiment à quoi ça servait. Et donc on a effectivement ce boulet, parce que c'est vrai que ça va créer des problèmes pour les entreprises. Déjà nous en France, on n'a même pas accès aux derniers modèles, on est totalement tiers-mondisé, voilà. Donc c'est une première chose. Et puis l'autre point qui moi me semble important, vous parliez des emplois. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Je pense que l'IA ne va pas du tout tuer d'emplois. Que le problème le plus important auquel le monde doit faire face aujourd'hui, c'est la chute catastrophique de la démographie, y compris maintenant en France. Tu regardes tous les pays d'Europe, tu prends l'Allemagne, ils sont dans une capacité démographique catastrophique, ils n'ont plus personne. Et comme on ne souhaite pas d'immigration, finalement l'intelligence artificielle c'est la bonne solution. C'est-à-dire que si notre natalité chute et qu'on ne veut pas d'immigration, forcément il faut trouver des relais de productivité, et peut-être que l'intelligence artificielle est la bonne solution. C'est ce que les Japonais ont fait dans les années 70 pour éviter l'immigration. Ils ont inventé la robotique, ils voulaient pas d'immigration chez eux. Mais on dit ça, mais en même temps, on a fait venir 1 million de réfugiés à l'époque parce que les usines n'avaient plus personne. Il n'y a plus personne. On est dans une catastrophe démographique, et tu te retrouves aujourd'hui dans une situation bizarre. C'est que tous les retraités qui partent en ce moment, c'est ceux qui avaient le savoir-faire. Tout le savoir-faire nucléaire, 30% du savoir-faire dans le nucléaire part à la retraite, dans la défense, dans tous les domaines. La génération dont je fais partie, la génération X, en fait, on arrive hyper tard, entre guillemets, aux commandes du truc, et on se rend compte, en fait, que les boîtes n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Et les millennials, c'est un peu la même chose. Et t'as la Gen Z qui arrive en ce moment sur le marché du travail, qui est la génération la plus petite de l'histoire à rentrer sur le marché du travail, qui est la moins formée, parce qu'en fait, on les a pas du tout. On a dit, oh, c'est pas grave, vous avez pas besoin d'apprendre à faire des trucs, il y a ChatGPT et tout ça. Et la moins motivée, parce que, évidemment, ils sont pas idiots. Quand ils voient l'espèce d'usine à gaz que sont les entreprises, les administrations, ils se disent, mais moi, je veux pas aller dans ce truc-là. Je veux un truc fluide. Donc, en fait, on est dans une situation qui est très complexe, et l'IA, et plus généralement l'automatisation, parce que quand j'étais à San Francisco, Romain m'a offert Romain Huet m'a offert un voyage en Waymo, et c'est là que j'ai découvert, on en parlera après, c'est là que qui est ce mec qui bosse chez OpenAI, hein, on le rappelle, et qui a travaillé avec toi, dans mes différentes boîtes, Jolica et NetVibes, ouais. Et en fait, je me suis dit, l'automatisation, c'est le nouveau business model. C'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais une vision ambivalente sur l'IA. Maintenant, j'ai une vision assez simple. C'est soit tu construis une utopie technologique en la codant, soit tu laisses une dystopie technologique arriver. Et je pense qu'en Europe, l'automatisation va être très utile, parce que on a envie, on adore en Europe passer du temps à moins travailler et plus profiter de la vie. Quand tu prends la ligne 14, qui est totalement automatique, qui t'amène à Orly, tu sors d'Orly, t'arrives à l'aéroport, tu reviens. Là, je revenais de Toulouse pour une conférence. T'arrives, t'as le métro qui t'attend, et 20 minutes plus tard, t'es à Châtelet. Tu te dis, mais c'est extraordinaire. Et c'est ça, en fait, que les gens veulent. Ouais, mais moi, je faisais cette réflexion avec Waymo. C'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup Waymo à San Francisco. Il y a pas longtemps, j'ai dû réutiliser un Uber. Et je suis monté dans Uber et je me suis rendu compte que la présence du chauffeur m'emmerdait. I'm not familiar with that address. Would you please repeat that?
il parlait au téléphone, il avait les fenêtres ouvertes, bien évidemment, le pauvre, il a besoin un peu d'air frais, parce que il a passé 12 heures à conduire, et que finalement, je me suis dit, mais merde, il me fait chier, le conducteur, et que j'étais beaucoup mieux dans mon Waymo sans conducteur. C'est assez terrible. Les gars, fin du duo OpenAI Microsoft, c'est ce que j'ai mis dans mes prédictions. NJ, tu souscris à ça? Est-ce que la bromance de la tech qu'on a vu émerger en 2023 et 2024, est-ce qu'on arrive à la fin de la lune de miel entre OpenAI et Microsoft? Je pense que en fait, on en avait parlé lors de l'épisode Sam Altman qui se fait virer, qui revient. Avec Satya aussi qui essaye de l'attirer. La main invisible de Satya, effectivement. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est deux chevaliers qui s'affrontent et forcément il peut pas y en avoir deux vainqueurs. Et moi personnellement, je mettrais plus une pièce sur Microsoft que sur OpenAI. Ouais, j'ai 5 pour moi il y a OpenAI cette année, c'est vraiment une année de très difficile pour eux. Je vois 5 points d'ombre qui vont affecter OpenAI. Tu fais du EL professeur là, hein, tu nous mets des points en fait. Okay, ouais, mais parce que en fait, il y a plein de choses. Alors premier point, c'est les modèles concurrents sont de mieux en mieux. Donc ça, c'est purement product. Donc t'as l'open source, auquel, notamment Claude. Je pense à Claude, je pense à Llama, bien entendu, tout ce qui sort de l'open source, que ça soit même les modèles chinois, dans les benchmarks, ça sort très bien. Et puis quand tu testes, c'est déjà pas mal. Donc ça, pour moi, c'est un vrai risque. Le deuxième, c'est la distribution, parce qu'en fait, OpenAI n'a pas sa propre plateforme de distribution. Il y a ChatGPT, mais ChatGPT, on le voit, commence à être embarqué dans Apple. Donc demain Apple met un autre modèle et puis ça tourne pareil. Sauf qu'ils en ont pas, hein, donc ils ont quand même vachement besoin d'OpenAI. Hein, ouais, mais après, tu vois, Llama, pourquoi aller payer un deal avec OpenAI s'ils peuvent faire tourner du Llama embarqué ou des plus petits modèles? Parce que Meta est l'ennemi juré d'Apple. Oui, d'accord. Mais je veux dire, il y a des modèles tout petits qui sortent, qui pourraient être très bien. Et je pense que Apple n'est pas en reste. Je pense qu'ils ont des choses très bien qui arrivent. Donc, à mon avis, il y a un vrai challenge sur la distribution, sur l'accès aux consumer. Okay. D'accord. Il y a la Valo, qui est bombe à retardement, parce que 156 milliards de Valo. Mais moi, je trouve que c'est pas si gros que ça. En fait. Alors, c'est pas gros, mais le deal il est structuré d'une façon où potentiellement une partie devient de la dette et il y a quand même des timelines derrière. Il y a aussi moi je pense que c'est plus une question de talents qui sont en train de se barrer d'OpenAI et que on a vu beaucoup de monde se barrer de chez OpenAI cette année. Ouais, t'as les gros VP qui partent, mais en fait, ils peuvent toujours quand même recruter le 1% de la Silicon Valley parce qu'ils ont des packages à 1 milliard. Donc, je pense que les talents, ça me fait moins peur. Par contre, les deux derniers points sont pour moi les plus forts. C'est Washington. Ça devient l'empire, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, t'as Elon Musk, pire ennemi de Sam Altman, qui va tenir les rênes de la politique AI avec notre ami David Sachs. Donc les deux vont pas faire de cadeau à Sam Altman. Et bien sûr, autour du sujet de for profit, est-ce que OpenAI devient une for profit ou non? Et ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai un truc assez drôle là-dessus. Vous avez vu le tweet de Sam Altman qui dit on a un problème, notre version payante n'est pas profitable, c'est-à-dire que les gens qui payent $20 par mois, en fait, on perd de l'argent là-dessus. Et t'as un mec qui lui répond c'est bon, alors vous êtes une non-profit. Une non-profit. Je trouvais ça super bon. Sam Altman, c'est le dernier à l'avoir appris ce truc parce qu'on le savait tous. Tu sais, quand tu payes $20 et que tu vois le prix d'une inference en API, tu sais très bien que tu fais exploser les coûts. Tu fais exploser les coûts. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de points qui font que OpenAI va être en difficulté. Et ce deal avec Microsoft, je crois qu'il y a une espèce de clause aussi de l'atteinte de l'AGI ou pas. Peut-être Tariq, si tu veux en parler. Et donc voilà, moi je pense que ça va leur faire très mal cette année. Soit ils passent cette année et ils sont encore 2 fois plus costauds. C'est la prochaine boîte à $1 trilliard. Ou alors peut-être c'est la fin d'OpenAI. Ok. Alors Tariq, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, ces prédictions de NJ qui semblent être préoccupées pour OpenAI cette année? Et toi? Je pense qu'OpenAI est toujours le meilleur produit. ChatGPT est vraiment largement au-dessus des autres. Mais moi, j'utilise de plus en plus Claude. Je sais pas vous, mais moi Claude, je le trouve super bon, quoi. Bien sûr, mais Claude, c'est encore très petit en termes d'usage et ça. Ouais.
en fait, Claude, c'est un outil parfait comme co-brainstormer. Ça, c'est vrai. Alors que d'une certaine manière, je trouve que l'intégration, moi j'utilise assez peu Perplexity, mais je trouve que quels que soient en fait les produits, avant j'utilisais énormément Google pour faire des recherches, j'utilisais énormément Google Docs et Grammarly et tous ces outils. J'ai totalement arrêté. J'ai arrêté Grammarly, c'est fini. Ouais, sachant que maintenant j'utilise Claude DeepL, et le traducteur. Ça c'est fini aussi. Et donc tu as un workflow au fur et à mesure où tu utilises quasiment plus Google, tu utilises quasiment plus Google Docs. Et je me dis que ça a quand même énormément de valeur parce que si nous on est un peu les early adopters de tout ça, au moment où les produits pour le grand public font que d'une certaine manière ils n'utiliseront plus du tout ces technologies. Les technologies moteurs de recherche, éditeurs de texte, mais vivent à l'intérieur de ces produits. À mon avis, la valeur, elle est considérable. Ouais, vous oubliez quand même un truc sur Google. Moi, je suis hyper bullish sur Google cette année. D'abord, je sais pas si vous avez fait des recherches sur Google. J'avais abandonné Google comme outil de recherche. J'y suis retourné et maintenant, t'as de l'intelligence artificielle qui arrive au top des résultats et qui est loin d'être con, quoi, avec des sources. Pas en France. Et tout, et je l'utilise. Ah bon? Ah merde. C'est pas vrai, vous l'avez pas ça en France? Il y a rien en On a France. Faut un VPN. Faut un VPN. Ah, putain, Voilà. mais alors, attendez, je vous montre les images là parce qu'il Il y a va falloir pas, il y a pas Apple Intelligence, il y a pas le dernier Gemini. Et en plus, je pense à un autre truc, c'est que alors ça vous ne l'aurez pas en France donc, c'est que je pense que la vraie révolution elle va se situer et là tu vas être content Tariq parce que ça c'est ta Madeleine de Proust, c'est le browser, c'est Chrome qui va devenir un putain d'agent AI et qui va comprendre au fur et à mesure du browsing et tout va se passer non pas dans un outil de recherche, non pas dans un chatbot externe, mais complètement intégré à ton browser et qui va comprendre quelle est ta prochaine recherche, qui va t'orienter et qui va complètement intégrer ça dans Chrome. Donc et là, Carlos, si je peux me permettre juste un point, tu viens d'expliquer pourquoi Google ne peut pas perdre Chrome dans le fameux procès antitrust du Department of Justice. Alors attendez, j'ai une question sur un autre sujet. Il faut qu'on avance parce que là on en a fait que 3 sur 14. Je suis pas sûr qu'on fasse les 14, mais sinon on va y passer 3 heures. Moi ça me va, hein, on peut faire 3 heures d'émission, il y a aucun problème. Mais j'ai fait une prédiction. Moi j'ai dit que Mistral allait se faire racheter cette année. J'avais envie de vous entendre là-dessus. C'est un peu bombshell. Je suis d'accord, mais je considère que tu parlais d'usage, l'usage de Mistral. Mistral, il communique toujours sur la technologie, jamais sur le business. En termes de chiffre d'affaires, on pense que leur chiffre d'affaires doit se situer entre 30 et 40 millions de dollars. Comparé aux 4 milliards d'OpenAI, c'est peanuts. Les usages, c'est peut-être moins de 2% des usages des développeurs en termes d'API. Votre point de vue sur Mistral? Je sais que toi, Angie, tu avais parlé dans un Silicon Carnet, tu avais dit Mistral, c'est le nouveau Minitel français. Non, j'ai dit j'ai peur que ça devienne le nouveau Minitel. Non, parce qu'on est très bon à faire ça. Non, j'ai pas envie de me faire des ennemis. En plus, c'est une super équipe. Enfin voilà, c'est un peu un joyeux. Allez, le parapluie. Non, mais franchement, il assume plus. Non, mais j'ai peur parce qu'encore une fois, le génie de la lampe. Tu vois, ils sont encore enfermés dans le génie. Enfin, comme le génie dans la lampe, et la lampe, elle est poussiéreuse et elle est frottée par Thierry Breton et ses copains, quoi. Oh, Thierry Breton, il fait plus rien. Vous avez vu qu'il a changé son statut sur LinkedIn et il a mis entrepreneur. Donc il cherche du boulot, quoi. Je crois il lui manque plus que sur LinkedIn le open to work. Tu vois, moi j'adorerais voir le open to work sur le. Mais j'ai rien contre Thierry Breton. Ma mère est bretonne, tu vois, donc pour te dire. Lui n'est pas breton en plus. Ah merde. Non, mais pour être sérieux, Mistral, je pense que ça va être beaucoup plus que ils se font racheter ou ils se font pas racheter, parce que c'est un enjeu, c'est un peu, tu vois, Mistral se fait racheter, l'AI movement à Paris, il est pas mort, mais il prend une grosse claque dans la tête. Sauf si vraiment l'exit met la French Tech et toute la communauté AI française sur un autre palier. Mais je pense pas que ça soit possible. Je pense pas qu'ils peuvent se faire racheter pour 200 milliards, tu vois. Parce que ils se font racheter pour 5 ou 20. Au final, ouais. Moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Ils vont être à court de cash.
Eh ben, je sais pas. Le même chemin que Inflection, que Character AI, non, que justement. Indept. Non, parce que moi, je pense que ils ont pris un parti de l'open source en partie, de pas forcément justement aller après tout de suite la commercialisation, tu vois, comme de produits finis, mais vraiment de pousser les modèles. Et j'ai pas l'impression qu'ils soient une très grosse équipe. Ils ont quand même levé beaucoup d'argent. 80 je pense qu'ils peuvent encore dire non. Il y a beaucoup de boîtes qui ont bien géré leur levée de fonds et qui gardent en banque énormément. Et je pense qu'ils en font partie. Donc moi, je pense pas qu'ils se fassent racheter. Moi, Ok, d'accord. Votre point de vue, rapidement, Tariq, Mehdi. Quelle est la stratégie de Mistral? Est-ce que c'est une stratégie B2B? Est-ce que le produit qu'ils ont sorti, le chat... En tout cas, c'est pas une stratégie B2C, ça c'est sûr, hein, parce que alors là, sinon, vraiment, ils sont nuls, hein, parce que en B2C, c'est naze. Hein. Alors, je vais le dire de manière différente, un peu plus polie, mais c'est que en fait, quand tu vois le chat, tu te dis du jour au lendemain, ce produit peut disparaître parce qu'il n'est pas stratégique. Alors que quand tu regardes OpenAI et que tu vois le core product de ChatGPT ou Claude, tu sais que le produit, c'est ça, on ne parle que de ça, on ne communique que là-dessus. Et je pense que il y a une question, c'est est-ce qu'ils sont capables de faire la transition vers du product ou pas? Et là, ça reste une question ouverte. Mistral, ils auraient pu avoir le play. On est l'acteur européen des futurs réglementation, écosystème. Nous, on va être l'acteur que vous pouvez utiliser. On va être au même niveau parce qu'on a on a des ingénieurs du même niveau et ils ont vraiment des gens très très bons à l'intérieur. Non mais voilà, on revient à ce que dit Tariq, c'est-à-dire faire des business qui sont des business réglementaires, localisés, c'est du vente privée. On déréglemente les soldes, on a un acteur pour régler ça, quoi. En fait, Mistral va être là pour pallier, pour répondre aux injonctions réglementaires de l'Europe. C'est ça ce que tu es en train de dire. Voilà, c'est ça le business. Tariq a raison. Génial. Mais Tariq a raison. En tout cas, si tu veux, ils ont joué ce play, je pense, au début. En tout cas, en disant tous les acteurs européens, un peu à l'alpha, on va avoir une alternative avec les Américains pour toutes les autres raisons que product. Pour d'acheter, et puis finalement ils se sont maqués avec Microsoft, ils sont distribués sur IBM, le cloud IBM, et puis ainsi de suite. Donc en fait ils ont dilué même leur identité de départ, leur hype de départ. Mais ils n'avaient pas le choix, Mehdi, il y a pas on n'a pas de cloud en Europe. Ils ont besoin de cloud. Ils vont faire ça où? Non, être hébergé c'est pas grave, mais être distribué sur les clouds IBM, leurs partenariats, c'est IBM, c'est Microsoft, si tu veux. On n'a pas de distributeur non plus, hein, donc. Ouais. Oui, non mais j'entends ce que tu dis, mais je te dis juste que cette promesse-là, qui était la promesse globale, elle a été trahie selon l'écosystème. Donc en fait, aujourd'hui, on les compare donc à ChatGPT sur le produit, sur la techno, et ChatGPT est meilleur. Donc à partir de là, voilà, moi je pense qu'ils se feront pas racheter cette année, ils ont du cash, mais ils sont en grand danger d'ici 2-3 ans de finir rachetés en dessous de la valo et donc où tout le monde est perdant, quoi. Je pense qu'être franco-américain dans un monde de l'ère Trump multipolarisé comme dans lequel on est en train de rentrer avec Trump, c'est encore une fois une erreur anachronique. Hein. Je sais pas, je veux dire que c'est complexe, mais pas impossible. Mais complexe, c'est-à-dire qu'ils se sont ajoutés des niveaux de complexité. Non mais attends, ça c'est marrant ce que tu dis, Tariq, c'est que on n'a pas arrêté de dire aux startups européennes, il faut avoir une vision mondiale, il faut être transatlantique, etc., etc. Et puis elles l'ont fait, Mistral le fait, elles ont des investisseurs européens, français, américains et tout ça. Sauf qu'il y a Trump qui arrive et qui redessine complètement la carte technologique mondiale et qu'on rentre dans un monde multipolarisé où justement il n'y a plus ces modèles transatlantiques et où chacun se recentre sur son territoire, les US, l'Europe, la Chine, etc., etc. C'est assez drôle, hein, ça. Ouais, mais et ça, tu sais, Carlos, nous on se met toujours dans le bloc avec les États-Unis, mais eux ils se mettent jamais avec l'Europe en fait. Ils s'en foutent complètement. On est toujours nous en train de se rattacher, nous l'Occident, Europe, États-Unis, machin. Mais en vrai, là, encore quand tu parles à des Américains, mais jamais ils te disent tiens, je vais aller lancer une petite boîte au Luxembourg là. Je suis très très chaud. Ils s'en foutent. Ils ont tout. Ils ont déjà tout, quoi. On est une colonie. Et quand ils viennent en Europe, ils viennent au stock, tu vois. C'est juste, ils sont dans l'extraction. Ils sont dans l'extraction des données, des talents, comme les anciens empires coloniaux sont dans l'extraction de leurs anciennes colonies en matière première. On est de l'extraction, ils extraient la matière première d'Europe, mais elle est intellectuelle. C'est les données, c'est l'intelligence, c'est ce genre de truc. Après, qu'est-ce que nous on peut faire? Voilà, ça c'est une autre question, mais. Non mais attendez, justement, je vous lance sur un autre sujet, c'est celui de l'Inde. Ils ont créé des trucs
où ils sont complètement souverains et en plus même ils nous donnent la leçon. Il y a ce projet là en Inde, j'essaie de retrouver mes notes, le voilà qui est assez incroyable, c'est l'India Stack là. C'est une infrastructure numérique qui est complètement nationalisée. Nous, ça fait des années qu'on en parle. Eux, ils l'ont fait. Ils ont aussi une app. C'est quoi le nom de leur app là, qui est un peu comme qui fait tout là, où tu fais les paiements. Il y a tout dessus. C'est assez hallucinant. Je suis en train de rechercher le nom de ce truc. Mais voilà quoi. Il y a des marchés. Il y a des pays comme l'Inde, l'Asie, qui sont arrivés à créer une véritable souveraineté, que ce soit en termes de données, mais aussi en termes d'outils. L'Inde a un énorme, c'est un peu comme l'Irlande, a un énorme, est très très bon pour servir les autres pays, l'outsourcing, etc. Mais ça a été très difficile d'avoir une vision entrepreneuriale. Ce qui a changé, c'est que la bataille avec la Chine, comme tu sais que l'Inde a supprimé TikTok et une centaine d'applications chinoises, eux, ils ont été radicaux là-dessus. Ils se sont fait, on est dans une guerre hybride avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis. C'est Aadhaar, le nom de l'app. Ça y est, ça me revient. C'est leur app qui fait tout là, qui exactement, qui fait tous les paiements et aussi l'accès au service public. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et là, tu parles d'un modèle très asiatique qui est le modèle des super apps, parce que Elon Musk essaye vaguement. On pourrait avoir une super app européenne, nous. Je sais pas. Je pense que tu parlais de bundling, unbundling. Là, c'est le bundling total, c'est-à-dire que tu fais tout avec. C'est pour ça qu'en Chine, le téléphone que tu utilises n'a aucun intérêt puisque tu fais tout dans WeChat, tu fais tout dans Gojek, tu fais tout. Quel que soit le pays asiatique où tu vas, tu as la super app qui fait tout. T'arrives aux Philippines, si t'as pas la bonne application, tu peux rien faire, tu peux pas payer, tu peux pas faire un taxi. Et donc c'est une vision assez différente de la nôtre. Et d'une certaine manière, je pense que l'Europe devrait s'inspirer de l'Asie et proposer des services plus intégrés. Autre sujet dont j'avais envie de parler avec toi, Tariq, parce que je sais que c'est un truc qui t'intéresse aussi énormément, c'est les nouvelles interactions entre l'homme et la machine. On en parlait récemment dans Silicon Carnet avec la sortie des Ray-Ban Meta. Je suis d'ailleurs étonné, NJ, que tu les aies pas. Généralement, tu les portes. Non, mais c'est une lunettes de soleil quand même. Il y a plus de soleil à Miami. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir un petit peu la fin du smartphone approcher? Et comme disait Alain Damasio, on va enfin pouvoir retrouver une forme de verticalité, puisque c'est vrai qu'on est tous comme ça, un petit peu penchés sur nos téléphones. Ça devient absolument insupportable, que ce soit en public ou même en privé avec... je sais pas si vous avez des enfants, mais alors voir ces gamins sur son téléphone toute la journée, t'as envie de les piquer comme ça pour qu'ils retrouvent un peu de verticalité. Qu'est-ce que t'en penses, Tariq? Est-ce que ces histoires de lunettes, on sait que Meta... Bon, ils ont présenté Orion, on en avait parlé, mais c'est pas un projet qui va aboutir, qui va être disponible commercialement rapidement. Mais il y a un autre projet qui, lui, va être là beaucoup plus vite, c'est Hypernova, qui est une sorte de version intermédiaire et qui va permettre un affichage tête haute sur des lunettes chez Meta. On parle aussi, bien évidemment, de Apple avec sa Vision Pro 2, qui serait plus abordable, et peut-être qu'aussi que le form factor va être différent. Il paraît même que même Google a un projet mystérieux dans les cartons. T'en penses quoi de ça? Et puis alors, je ne parle même pas de Neuralink avec la possibilité demain d'avoir tout ça au sein de notre cerveau. Tu crois que le smartphone on est en train de vivre les premières années de la disparition du smartphone, Tariq? Peut-être, je sais pas. Je pense que l'idée de lunettes, ça existe depuis longtemps. Je sais pas si vous avez vu la saison 3 de Westworld. Ils avaient tous des lunettes avec de l'augmented reality. À un moment donné, c'était très convaincant à l'époque. Je me disais, c'est ça qu'il faut. J'espère que quelqu'un va le faire. Là, il y a une boîte suédoise qui s'appelle Brilliant qui a fait des lunettes open source avec une technologie. Ça rappelle les fameuses Google Glass. Je sais pas si tu te rappelles des Google Glass. Donc cette idée, voilà, bon, c'était pas forcément le truc le plus sexy. Cette idée qu'on aurait un nouveau device. Moi, je pense qu'il y a 3 problèmes. Le premier, c'est que la BOM, ce qu'on appelle la bill of material d'un produit comme ça, elle est trop chère. Donc ça reste des produits chers et compliqués. Je veux dire que le produit en lui-même à fabriquer, il est encore trop cher.
il est trop cher. Les specs sont trop faibles. Ouais, mais enfin, quand tu vois combien coûte un iPhone, si ça remplace l'iPhone, moi j'ai été acheter un nouvel iPhone. Enfin, d'ailleurs, je ne l'ai pas acheté. C'est plus de 1000 balles un iPhone aujourd'hui. Oui, mais pour qu'une puce spécifique ou un processus spécifique d'un produit existe, il faut le réfléchir 5 ans en amont. Il faut faire une chaîne, il faut monter des usines en Chine. Il y a tout un travail, tu vois, qui ne peut se faire que si tu as du volume. Donc pour l'instant, on reste à des prototypes ou à des projets. Je crois que je sais plus combien de Vision Pro Apple a fait, mais ils ont arrêté parce que bon, déjà ils les vendent pas. Mais tu sens qu'on était en phase de prototype. Deuxièmement, là, je me suis planté l'année dernière. Hein. J'avais dit que la Vision Pro allait être un succès planétaire. Là, je me suis bien planté, hein, effectivement. Bah, c'est un succès planétaire dans les App Store. Tout le monde veut tester le produit, mais personne ne l'achète. Donc c'est un peu le... Mais donc, si vous, la deuxième chose, c'est que l'interface vocale AI, c'est un truc qui est conceptuellement est super excitant parce qu'on a tous vu des films de SF, on se dit c'est génial. Mais la question c'est est-ce que tu lui fais confiance? Et puis derrière, il y a une question dont personne ne veut parler, c'est la question de la vie privée, c'est est-ce que tu fais confiance à Google, Apple, Facebook et les autres pour capturer tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, où tu es, tous les bruits autour, tous les visages. Donc il y a des vraies questions, sachant que quand tu penses à l'iPhone, il a fallu 30 ans pour le construire, entre General Magic, toutes les boîtes de la vallée qui ont essayé, Handspring, Palm Pilot, enfin il y en a eu des dizaines. Et puis à un moment donné, tu as l'iPhone qui arrive au bon moment, mais surtout qui réussit parce que Steve Jobs achète deux choses. Il achète ce qu'on appelle le Gorilla Glass, c'est-à-dire quand tu touches l'écran, c'est solide et c'est hyper précis. Et puis la boîte qui a fait le fameux multitouch, où tu sais, tu fais comme ça avec tes doigts et tu augmentes. Tout ça, c'était des acquisitions discrètes. Ouais. Voilà. Et donc il y a eu un produit qui sort et qui arrive au bon moment. Je sais pas pour l'instant si ces produits arrivent au bon moment. L'avantage des Ray-Ban que j'ai testés, qui sont super cool, c'est juste une caméra en fait. C'est un GoPro avec des écouteurs. Non, t'as de l'IA avec de la commande vocale. Hein, ouais. C'est ça. Justement, c'est ce mariage entre la caméra et l'IA vocale. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as la caméra. Mais d'ailleurs, vous l'avez pas vous en Europe ça? Et ils l'ont pas? Non, si bien sûr. Non. Si bien sûr. Non, pas l'IA, peut-être pas l'IA. Si bien sûr, elles sont partout. L'IA embarquée, non, ouais. Okay. Non, l'IA embarquée. Les Ray-Ban, tu les achètes un peu partout, mais t'as quand même besoin de ton téléphone, me semble-t-il, pour déjà voir les vidéos. Oui, visualiser, ouais. C'est pas encore de la réalité augmentée où vraiment tu peux tout projeter devant tes yeux, quoi. L'autre question que tu poses, c'est est-ce que acheter un téléphone à 1000 € aujourd'hui, dans le nouvel écosystème IA qu'on va avoir, a du sens? Et ça, c'est une question ouverte, tu vois. D'ailleurs, quand j'étais à l'Apple Store à San Francisco, pendant que la France se pose énormément de questions sur l'AI et les bienfaits de l'intelligence artificielle, moi j'étais stupéfait. Tu sais, il y a des workshops dans les stores et il y avait un workshop sur Apple Intelligence. C'était blindé et tu aurais vu les yeux des gens émerveillés pendant le workshop. C'est vraiment Monsieur et Madame tout le monde. Il faisait la démo, le mec, mais c'était une star absolue. Il montrait comment est-ce qu'il enlevait les personnages sur la photo, comment est-ce qu'il faisait un emoji. Il demandait à un gamin, il lui dit qu'est-ce que tu veux comme emoji, et le mec il dit je veux un cat alligator. Et là il tape cat alligator et le gamin, t'aurais vu ses yeux qui en fait, tout le monde est super enthousiaste, émerveillé à l'idée de cette intelligence artificielle. Quand tu vas en France, tu parles d'intelligence artificielle, tout le monde est là à faire la gueule en disant putain. Donc deux salles, deux ambiances. Mais ça marche vraiment bien, Apple Intelligence? Non, mais c'est un peu naze. On est d'accord quand tu dis payer 1000 balles. Tu payes pas 1000 balles pour faire des emojis cat alligator. Non, moi j'ai dit à ma fille, je suis désolé, on attendra l'année prochaine. Hein. Bon les gars, on arrive à la fin de cette émission. J'avais envie de vous poser si vous voulez retrouver mes 14 prédictions, je vous invite vraiment à aller sur le Substack et les lire. On n'a pas eu le temps de les passer tout en revue. Mais j'avais envie de faire un rapide tour de table avec vous. Peut-être qu'on peut commencer par toi, NJ. Quelques prédictions que vous faites personnelles sur 2025 ou des choses que c'est pas forcément des choses qui vont arriver, mais que vous aimeriez qui arrivent, en tout cas en 2025.
Bah, on en a pas parlé, donc crypto, on est repassé au-dessus des 100 000. Trump qui arrive à la Maison Blanche avec une armée de crypto dégénérés qui sont pro crypto. La Fed qui va peut-être ajouter le Bitcoin en trésor public. Je pense qu'on peut voir le Bitcoin à 150-200K potentiellement cette année. Ouais, voire 500K, hein, j'entends aussi. Hein. Ouais, si la Fed fait une réserve, oui, ça peut changer véritablement la donne, hein, effectivement. Bah écoute, donc tu gardes tes cryptos, c'est ça? Tu gardes tes bitcoins? Moi, je n'ai pas de crypto. C'est très dur de garder mon soir. Il manque comme un arracheur de dents, je le sais en plus. Ok, d'accord, tu n'as pas de crypto. Parfait. Mehdi, quelques prédictions pour 2025 ou des choses que tu aimerais voir se concrétiser ou apparaître? Un point positif, ça va être la multipolarisation de la tech. La Chine, l'Inde, l'Europe va peut-être se réveiller. Merci Trump. Hein. Alors oui, enfin quelque part, c'est quand les États-Unis se ferment que les gens peuvent émerger. Tu sais, c'est comme dans le monde de la recherche. Faut que des fois, quand un chercheur est brillant et qu'il domine tout c'est quand il meurt que les autres chercheurs qu'on n'entendait pas peuvent enfin blossommer. Donc peut-être que Trump en fermant les États-Unis, va permettre aux autres de blossom, en coupant Android, en coupant tout ça à tous les autres. Ça leur a obligé à être souverains eux aussi. Donc ça va être le point positif des relations internationales tech plus équilibrées. Pour éviter le CEO de Palantir là qui disait que c'est que US tout ça. Et de l'autre côté, un point négatif, c'est la global enshittification du web. On va avoir des contenus générés par IA, tout généré par IA. Et n'oublions pas que l'IA n'invente pas, elle recombine, mais elle n'invente pas. Donc attention, il y a quand même des trucs super dans les matériaux, des nouvelles combinatoires qu'on n'imaginait pas avec notre travail humain. Mais attention, les photos, les textes, les contenus generated by AI, made by human. On va avoir un gros bordel, les publicités, les deepfakes aux élections, avec ceux qui veulent défendre le First Amendment sur la liberté d'expression. Ça va être un gros bordel sur les contenus générés par IA, et je sais pas comment on va s'en sortir. Donc voilà, une structuration en haut. Moi je vois pas le problème. Mais en fait, moi je comprends pas quand vous dites ça. Je ne comprends pas. Tu veux interdire Photoshop? Mais non, pas du tout. J'ai pas. Non, parce que à ce moment-là, interdisons Photoshop. Non, hein, en fait, que tu crois que dans la publicité, les filles que tu vois sur les affiches, elles ont pas été photoshopées. Mais moi, je suis pour qu'on écrive. Enfin, je comprends pas pourquoi cette crainte-là, tout d'un coup, d'avoir des trucs qui sont générés par intelligence artificielle est un problème créatif. Tout est poison. Je ne vois pas. Tout est poison. Moi, sur Uncut, je vois émerger sur ma plateforme Uncut des gens qui ont un talent incroyable, qui hier ne pouvaient pas créer et qui ont trouvé un fast track avec l'intelligence artificielle pour s'exprimer et pas simplement pour faire des deepfakes. Je montre là ce qu'ils font. C'est absolument génial. Il y a deux choses. Il y a vraiment l'IA qui permet de passer ce premier levier et de faire 80% du boulot de manière correcte et qui au contraire libère. Mais t'as aussi l'IA qui comment dire, le mass scale. Enfin, tu vois, quand tu vois les bots, quand tu vois comment dire, tous ces contenus de très mauvaise qualité qui sont générés, qui se ressemblent. Quand tu vois le modèle collapse, quand tu vois le modèle collapse, on essaie de rentraîner sur les données existantes. Et donc on est en train d'écrouler. Oui, mais bon, mais on est dans un. Comment, enfin, il y a de la merde, il y en a toujours eu. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on rentrerait dans un monde du village dans les nuages où tout d'un coup il n'y aurait plus jamais de merde. Moi je veux d'un monde où il y a de la merde. T'aimes ça la merde? C'est ce qui permet de distinguer les gens qui sont bons des gens qui sont pas bons. Il y a des gens qui seront bons avec de l'IA, et des gens qui seront mauvais avec de l'IA. Tout est poison. Pas ça. Rien n'est poison. C'est la dose. Oui. Et moi, c'est une question de dose. Et il y a un super livre, Homo Detritus, il raconte l'histoire du déchet. La mer dans la rue, les déchets dans la rue, quand c'est soutenable, il n'y a aucun problème. Quand c'est plus soutenable, là, tu arrives à un effet d'accumulation qui fait que c'est invivable. Donc voilà, malheureusement, voilà, je prédis que on risque d'atteindre une échelle où on va dépasser nos capacités de traitement, nos capacités de traitement et de filtration. Voilà. Ouais, mais aujourd'hui, de toute façon, c'est vrai que quand on regarde, on ne fait plus du tout la distinction entre ce qui a été fait, généré par IA. Je regardais les photos, là. C'est impossible de faire la distinction désormais, hein. Avant, il y avait un doigt qui déconnait ou un truc comme ça. Maintenant, c'est fini, hein. Là, Alors moi aussi, tu sais, je publie ma newsletter sur Cybernetica. Ah oui. Tu sais que je suis un abonné payant, hein. Absolument, je paye, hein, absolument. Oui. Ouais. Et en fait,
En fait, moi, ce qui m'intéresse depuis quelques années, c'est de comprendre l'irruption du géopolitique dans la tech. Ah oui, mais c'est fascinant. D'ailleurs, je le dis, tu fais un travail remarquable. Abonnez-vous à ça. Moi, je lis ça régulièrement parce que sur cette dimension géopolitique, je sais pas si tu es en couple avec Asma Mala, quoi, en fait, mais sincèrement, vous faites tous les deux un travail très très intéressant. Et je sais pas si elle participe à ta newsletter ou si vous connaissez. Non, on a plutôt des visions opposées pour être fait. Moi aussi, je suis pas très fan, mais je la lis quand même un petit peu. Et toi, c'est vachement bien. Il faut vraiment s'abonner à cette newsletter. Je la montre là. C'est gentil. Donc, si tu veux, il y a deux choses qui me semblent importantes en 2025. Tu as dit l'arrivée de Trump. Alors, le problème, c'est qu'on dit Trump va faire. On verra. Pour l'instant, on ne sait pas du tout s'il va être hands-on, s'il va être plutôt calme, ou si ça va être comme la dernière fois le bordel, c'est-à-dire que on annonce des choses sur Twitter, mais personne ne les fait derrière, etc. Une chose qui est sûre, c'est que d'un point de vue des taxes, des taxes d'exportation, d'importation avec l'Europe et la Chine, on va avoir des vrais questionnements. Je pense que l'économie européenne est en flip, la défense européenne est en flip, parce que là, ce que dit Trump, c'est vous voulez être défendu par les US, faut payer. Et ça, c'est vrai pour la défense. Ouais. C'est ça, défendre le monde physique, mais aussi le monde cyber. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une problématique entre d'un côté la Chine, la Russie, les US, l'Europe, pas protégée, enfin protégée entre guillemets par la réglementation, parce que tu sais qu'il y a aussi un Cyber Resiliency Act qui ne protège pas vraiment, comme l'IA Act ne protège pas vraiment. Et donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième qui va être intéressant. On a les préservatifs percés, quoi. En fait, c'est ça ce que tu es en train de nous dire, qu'en fait. Tu peux le voir comme ça. L'autre point, et ça je trouve ça hyper intéressant, c'est que pour la première fois, je pense qu'il y a un crack dans la suprématie des GAFAM. Quand les GAFAM ont pris le monde numérique il y a 10 ans, je me dis ça y est, ils sont super smart, ils sont super bons. On est super nuls aussi, faut quand même le dire. On aura laissé. Il faut rappeler quand même que le web et Linux ont été inventés en Europe et qu'aujourd'hui ces outils sont les outils de la domination américaine. Donc on est vraiment nuls. Et pour la première fois, les GAFAM ont besoin des États pour l'énergie. La grid, la grid électrique, on appelle ça comment en français, en bon français, l'accès à l'électricité. L'infrastructure électrique des États-Unis date du 19e siècle, littéralement. Et donc, elle est complètement catastrophique. Tu sais, cette idée de on va tout privatiser. La réalité, c'est que depuis Reagan, il n'y a que 2 réacteurs nucléaires qui ont été construits. Ça montre qu'il y a certains sujets qui sont des sujets entrepreneuriales de compétition, mais il y a des sujets sur lesquels d'infrastructure où c'est vraiment l'État, il y a pas à faire. Nous, on est un peu stupide parce qu'on a une énergie décarbonée facile, mais on n'est même pas capable de l'utiliser comme un véritable avantage technologique. Et donc, ce que je pense, c'est que dans le combat géopolitique entre l'Europe et la Chine, l'Europe sera obligée, les États-Unis auront besoin de l'Europe et les GAFAM auront besoin de l'Europe. Donc, il y a des opportunités de négo. De l'énergie de l'Europe, notamment? Ouais. Faudra régler le problème. En Espagne, il y a 19 milliards de Google. Je crois que c'est, il y a eu Choose France. Moi, je pense on vend à la baisse. Tu as aussi en Finlande, tu as au Portugal. En fait, comme les big tech ont besoin d'énergie décarbonée, ils viennent en Europe et ils installent les data centers parce que tu sais que si tu utilises l'énergie carbonée, tu es obligé de payer des taxes qui coûtent assez cher. Donc, tu récupères l'énergie décarbonée en Europe et tu montes des serveurs d'IA, des data centers. Donc, il va y avoir une recomposition hyper intéressante. Donc, c'est pas totalement on va se faire humilier par les US, il y a des opportunités de négociation. Est-ce que les gens avec qui on travaille, nos hommes politiques, sont suffisamment bons pour négocier ou pas, ça on verra. On peut en être certain de ça. Et moi j'ai aucune crainte là-dessus, quoi, en fait. Je pense qu'on va être, on a des deal makers. En plus, face à un Trump qui est très mauvais en négo, normalement il y a aucun problème. On devrait très bien s'en sortir. Bon, écoutez, c'est la fin de cette émission. J'étais super content d'enfin avoir Tariq. Faut que tu reviennes plus souvent, mon ami. Merci j'aimerais bien faire un off the record qu'on s'assoit tous les deux et qu'on discute en tête à tête. Ça serait marrant quand je viens à Paris. Et puis j'étais super content de retrouver mes 2 acolytes, Engie et Mehdi, pour cette
année 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année. Continuez à suivre Silicon Carnet. Abonnez-vous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec mon émission spéciale CES. Donc, je pars demain au CES. Enfin, on enregistre, il est lundi, donc je pars demain mardi. Donc, au moment où vous écouterez cette émission, j'aurai déjà fini. Et je me suis mis en tête d'aller chercher tout le bullshit du CES. Donc, en gros, je vais partir avec ma petite caméra. Et mon objectif, c'est bullshit ou no bullshit, quoi, en fait. Donc, on va faire le tour de plein de trucs. Je pense que je vais voir plein de lunettes, de trucs, machin. Et on va se poser la question ensemble, bullshit ou no bullshit. C'est la semaine prochaine dans Silicon Carnet. Pensez à regarder le Off the Record avec Clara Gold dimanche. Faites un bon chocolat chaud, mettez-vous devant la télé et regardez le Off the Record de Clara Gold. Allez, hasta luego, amigos. Bye bye!